Bonjour et bienvenue dans votre émission Éco-débat. Addis Abeba a accueilli ce week-end le 39e sommet de l'Union africaine. Il y était question d'assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. C'était donc un sommet politique, mais à très forte dose économique. D'ailleurs, en parlant d'économie, ce sommet est l'occasion pour nous de faire le bilan des initiatives économiques lancées par l'institution panafricaine de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, au projet d'intégration économique régionale. Qu'est-ce qui a vraiment été réussi jusque-là? Nous allons tenter de répondre à cette question et à bien d'autres avec nos deux invités. Il s'agit de Zakaria Aboudahab, professeur des relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonjour à vous, professeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est Omar. Merci beaucoup, avec plaisir. Notre second invité est Kwame Senou. Il est président du cabinet Holding Opinion and Public, spécialisé dans les relations publiques et les politiques publiques. Il est avec nous depuis Abidjan. Bonjour à vous, Senou Kwame, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci et plaisir de rencontrer le professeur sur cet échange. Alors, plaisir de vous avoir tous les deux avec nous. Comme on vient de le dire, ce week-end, donc, s'est tenu ce sommet, ce 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Il était question d'assainissement et de durabilité des ressources hydriques. Alors, professeur Aboudahab, tout d'abord, un peu votre impression sur cette thématique et sur le fait que ce soit une thématique d'actualité. Tout à fait, c'est Omar. Et encore une fois, merci à M. Kwame depuis Abidjan. Je crois qu'on commence au niveau de l'Union africaine à saisir un peu de manière concrète les préoccupations des Africaines et des Africains. Ça sort des sentiers battus. On n'est plus dans des thématiques trop générales qui n'ombrait que peu ou pas sur la réalité. Parce que l'eau, finalement, c'est la ressource la plus vitale qui soit, la plus chère qui soit, la plus valeureuse qui soit. Et c'est la raison pour laquelle l'accès à l'eau est connecté à d'autres questions connexes ou jointes, si vous voulez, corrélées, la sécurité alimentaire, la sécurité du bétail, la sécurité écologique, le bien-être des ménages, etc. Et évidemment, la question de l'assainissement des eaux, parce qu'il y a des problématiques en termes de pollution, comment faire en sorte que les populations africaines puissent encore une fois accéder à cette ressource qui est vitale. C'est bien de la part de l'Union africaine, surtout, c'est Omar, qu'en 2024, donc l'année dernière, l'avant-dernière, c'était en Éthiopie où il était question d'organiser, je pense, la première conférence climat de l'Afrique. Et à cette époque-là, il était question de souligner les interdépendances, si vous voulez, les éléments de la chaîne écologique et à leur tête, la question de l'eau, c'est important. Et bientôt, c'est-à-dire en 2000, je pense, c'est en 2027 exactement, que l'Éthiopie, Addis Abeba, va accueillir la 32e COP, c'est-à-dire la conférence des parties à la conférence sur le changement climatique. Donc, on voit très très bien que l'Union africaine voudrait s'inscrire dans la dynamique du changement climatique de façon globale, avec toutes ses implications, et on le voit à travers la participation d'un certain nombre d'institutions à ce sommet, 39e en l'occurrence, entre autres le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Donc, je pense que c'est de bonne guerre que de s'attaquer à ce genre de questions qui font le quotidien des Africaines et des Africains. Alors, Kwame Senou, depuis Abidjan, alors comment voyez-vous cette problématique liée aux ressources hydriques et à l'assainissement, surtout que quand même, il faut le rappeler, beaucoup de régions ou sous-régions ouest-africaines sont confrontées à ce phénomène de sécheresse qui a malmené quand même les économies du continent. Le professeur Zakaria, en faisant son introduction, a, je pense, planté le décor. L'Union africaine s'intéresse maintenant aux problématiques qui touchent les Africains. Et cette problématique, il en a parlé en termes
sécurité alimentaire qui, sachons-le, est un élément qui pèse sur nos budgets. Lorsqu'on parle de la balance commerciale déficitaire, c'est surtout parce que nous n'arrivons pas à nous nourrir et que nous sommes obligés d'importer et donc d'acheter des devises pour pouvoir le faire. Donc, ce sujet de l'eau touche tous les paramètres, y compris la sécurité. Moi, je suis à Abidjan et donc dans la zone Afrique de l'Ouest où le défi sécuritaire est devenu un défi très important, commence à mobiliser une grande partie des ressources des États parce que l'un des facteurs, en tout cas, qui sont identifiés par rapport à ce défi sécuritaire, c'est vraiment l'impact des changements climatiques sur les populations nomades et donc sur le bétail, les activités génératrices de revenus et l'appétence que ça peut développer auprès des jeunes sans emploi ou sans opportunité pour les groupes armés ou les groupes de banditisme. Donc, clairement, l'Union africaine fait bien de trouver un sujet transversal qui, dans son impact économique, social, sécuritaire, humain, est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et beaucoup de think tanks dans le monde ne cessent d'alerter sur le fait que les prochains conflits seront des conflits liés à l'eau. D'ailleurs, c'est à noter que cette conférence qui a lieu à Addis Abeba a lieu dans un contexte où l'Égypte et parfois certains autres pays sont dans des échanges plutôt vigoureux, si vous me permettez le terme, avec l'Éthiopie sur la question du Nil et le barrage. Donc, thème très à propos pour le continent. Alors, je profite de l'occasion pour rappeler que le Maroc a justement saisi ce 39e sommet pour organiser un événement dédié justement à la stratégie marocaine en termes de politique, donc de gestion d'eau. On y reviendra certainement. Alors, cela dit, et là je reviens vers le professeur Zakaria Abou Dahab depuis Rabat. Alors, professeur, il y a quand même quelque chose d'autre aussi qui mérite d'être souligné, et c'est l'objet même de notre émission aujourd'hui, c'est faire un peu le bilan des initiatives économiques de l'Union africaine. On sait qu'il y a l'agenda 2063, la ZLECAf entre autres, on reviendra point par point, mais si aujourd'hui on pouvait faire une sorte de bilan des initiatives économiques de l'Union africaine, est-ce que ces initiatives se concrétisent-elles réellement sur le terrain? Alors, c'est une grande question, évidemment, globale, interdépendante dans ses éléments. Mais si vous voulez, d'abord, on va être, on va dire, un peu factuel, en disant que depuis sa création, en réalité 63, l'OUA devenue en 2002 l'Union africaine, jusqu'à aujourd'hui progressivement, il y a eu quand même énormément d'initiatives lancées. Des ambitions parfois partagées, et parfois même on relève la barre un peu très haut. Mais si vous voulez, pour que nous soyons un peu plus proches des temporalités récentes, depuis 2000, on a noté quand même une certaine accélération, il faut le dire. Je cite par exemple le lancement du projet le NEPAD, et je pense que c'était sur initiative sénégalaise, le nouveau partenariat pour l'Afrique. Non, en fait, c'était Omega. Mais Omega, après, il a été intégré au sein du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Alors, progressivement, il y a eu ça et là des initiatives comme par exemple, d'abord, il faut le noter, la création des communautés économiques régionales. Ça va de soi, puisque l'Union africaine est entrée en vigueur à un moment où beaucoup de communautés étaient déjà opérationnelles et elles sont au nombre de 8, comme on le sait officiellement. Bien, alors par la suite, il faut également noter les sommets entre l'Afrique et les partenaires internationaux. Je cite par exemple les partenariats avec l'Union européenne, récemment avec l'Italie, nous y reviendrons probablement parce que bientôt il y aura le deuxième sommet, même la Corée du Sud, évidemment les États-Unis qui récemment ont annoncé la prolongation d'une année de l'AGOA, c'est-à-dire l'African Growth Opportunity Act, on peut citer la Russie, la Chine, l'Inde, etc., etc. Mais ce qui est notable, je pense, le moment d'inflexion, c'est à partir de 2013, il y a eu l'élaboration de cette feuille de route très ambitieuse, à savoir l'agenda 2063 et progressivement jusqu'à 2017-2018 avec l'élaboration de la plateforme, donc je pense la ZLECAf, qui
si vous voulez, un peu la pierre angulaire de l'intégration africaine au niveau continental aujourd'hui, entrée en vigueur le 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la deuxième partie de votre question, cher Oumar, c'est la question de l'opérationnalisation. Nous y reviendrons certainement, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a, du moins au niveau marocain, une ambition pour que ce projet soit réellement opérationnel. Et par exemple, les rencontres business qui ont lieu respectivement en 2024-2025, je pense à Marrakech, avec la participation de fédérations, de corporations sectorielles, c'est justement comment passer de la déclaration générale, de l'ambition générale à la concrétisation. Et donc, ça passe par des discussions sur les tarifs douaniers, la facilitation du commerce, la circulation, etc., les moyens de financement, les parties prenantes, la BAD, et j'en passe. Donc, grosso modo, nous avons un package d'initiatives qui sont là. Maintenant, sur le plan de la méthodologie d'évaluation, je pense que nous devons être munis d'indicateurs réels, de mesures pour que nous puissions calculer, évaluer in concreto comment tous ces projets ont un impact non seulement sur le plan macroéconomique global, c'est-à-dire l'augmentation du PIB des pays africains, mais sur le vécu des citoyens. Et c'est cela qui m'intéresse surtout sur le plan de l'économie sociale. Est-ce que véritablement ces projets ont un impact positif sur le revenu des habitants en Afrique? Justement, professeur Zakaria Abouda, vous l'avez évoqué, il y a un package, tout un package de projets. Et parmi ces projets, il y a la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui est entrée en vigueur à partir de l'été 2021. Donc, ça fait bientôt 5 ans que cette ZLECAf a été lancée. Eh bien, quel bilan faire de cette ZLECAf? Suivons ensemble ce sujet préparé par Mariam Louise. Instaurer un marché continental et stimuler la croissance en Afrique, c'est le pari de la ZLECAf depuis 5 ans. Cette institution est composée de 47 États membres, dont le Maroc, l'Afrique du Sud ou encore le Kenya. Les 47 bénéficient de dispositions commerciales préférentielles en vertu de l'accord de création. Une façon de favoriser les échanges sur le long terme, notamment avec la création d'un marché unique de 1,3 milliard de consommateurs. Alors comment fonctionne la ZLECAf? D'abord, la levée des tarifs douaniers, de 90 à 85% selon la situation économique des pays, pour permettre aux États de bénéficier d'un climat favorable aux échanges commerciaux. L'Observatoire du commerce africain est également un moyen d'aider les entreprises et les décideurs à faire des choix en matière de politique économique. Ou encore le système panafricain de paiement et de règlement qui garantit la circulation de l'argent dans le but de contribuer à l'intégration financière des régions. La création de chaînes de valeur communes, c'est-à-dire les différentes étapes de production des entreprises, favorise l'industrialisation à travers l'Afrique, ce qui incite plusieurs entreprises à s'implanter sur le continent. En 2024, les chiffres de l'Union africaine indiquent une croissance des pays africains positive grâce à la ZLECAf. Les échanges ont atteint environ les 220 milliards de dollars, une hausse par rapport aux années précédentes. Même si les outils de la ZLECAf favorisent la situation globale du continent, le chemin est encore long puisque de nombreux rapports économiques soulignent que sur le temps long, la ZLECAf permettra de réduire la pauvreté et d'augmenter le PIB. Pour l'heure, ces avancées ne sont pas encore visibles, du fait des défis structurels rencontrés par les pays africains, comme la difficulté de mettre en œuvre les protocoles et d'attirer les investissements. La ZLECAf, bien qu'intéressante sur le papier, nécessite des résultats tangibles au moment où l'Afrique dispose de multiples potentialités. La ZLECAf intéressante sur le papier, mais qui nécessite encore des résultats tangibles. Alors, Senou Kwame, êtes-vous d'accord sur cette conclusion-là, ce constat-là aujourd'hui par rapport à la ZLECAf? La ZLECAf est une vision claire qui émane de l'agenda 2063, comme vous l'avez expliqué. Et pour que cette vision puisse se mettre en action, il faut les États. Parce qu'il faudrait qu'on établisse un contexte. L'Union africaine agit aujourd'hui comme une organisation intergouvernementale et moins comme une organisation supranationale comme l'Union européenne. Donc, les deux ne sont pas comparables. L'Union africaine met en place des protocoles, des instruments
juridiques pour favoriser. Mais les États restent celles et ceux qui sont capables de mettre en œuvre cette vision et ces différents instruments mis en place. Ce qu'on remarque avec la ZLECAf, c'est que des États prêts, comme le Maroc, en matière d'énergie, en matière d'industrialisation, en matière de capacité d'exportation, en matière de capacité financière, en profitent et en bénéficient déjà. Par contre, les États qui ne sont pas prêts sont lents et donc sont réticents à ouvrir leur marché parce que finalement, c'est comme remplacer une exportation ou une importation, pardon, de l'Europe, de l'Asie par une importation continentale. Donc, il faut remettre le débat dans son contexte en disant l'Afrique a d'abord besoin que les États individuellement s'approprient la vision. On a la vision, on a les instruments pour que ces instruments puissent marcher, et particulièrement la ZLECAf, on a besoin que chacun des États puisse, un peu comme le Maroc, prendre les actions nécessaires en matière d'infrastructure, notamment en matière de transport, d'énergie et d'industrie. Alors, mais quand on regarde le contexte global, moi je veux m'inscrire dans ce contexte où l'OMC est sous pression des États-Unis, où il y a une recomposition finalement des termes de l'échange, il faut se rendre à l'évidence que la seule bouée de sauvetage pour le continent, le seul moteur de croissance, j'ai envie de le dire ici, c'est la ZLECAf. C'est vraiment que nous puissions bénéficier les marchés les uns des autres, que la Côte d'Ivoire puisse transformer son cacao en chocolat pour le vendre aux milliards et 200 millions d'Africains et aux 2,5 milliards d'Africains en 2050, que le Nigeria, avec Dangote qui a sa raffinerie, puisse fournir du carburant à tout le reste de l'Afrique de l'Ouest et même plus loin, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment que chaque État comprenne le temps géopolitique actuel qui est celui du renfermement des grandes économies mondiales, notamment les États-Unis, l'Europe, et plus tard on le verra de certains autres marchés. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, sur le continent. On ne peut compter donc que sur nous-mêmes. Alors, professeur Zakaria Aboudahab, alors, le cas de la ZLECAf, parce qu'il faut le dire, hein, il y a tout un package, mais la ZLECAf reste aujourd'hui peut-être le miroir de la réussite de l'intégration économique en Afrique. Aujourd'hui, sur la base de ce bilan qui est encore fait, alors, pensez-vous que c'est une question de manque d'industrie des pays africains qui fait que ça traîne encore, ou plutôt peut-être des urgences qui les obligent à davantage prioriser le commerce avec des États non africains? Parce que je rappelle que le commerce intra-africain peine toujours à dépasser la barre des 15%. Tout à fait. Absolument, c'est Omar. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Kwame dans son analyse, la première, au niveau de la structure, la nature même de l'Union africaine, qui n'est pas une organisation d'intégration, comme le cas de l'Union européenne, qui, à un moment donné, dès le départ, par exemple à partir de 62, avait lancé, elle a été constituée en 57 bien entendu, avait lancé la politique agricole commune, avec des obligations communes, avec des contraintes qui pèsent sur les États constitutifs à l'époque. Ils étaient au nombre de 6. Et progressivement, ils ont augmenté aujourd'hui jusqu'à atteindre 27. Mais c'était une démarche très particulière. L'Union africaine, elle est, si vous voulez, un peu hybride. Il faut le dire. Pourquoi? Quand bien même c'est une organisation intergouvernementale, à travers ces structures, comme le Conseil de paix et de sécurité par exemple, voire même le projet de la ZLECAf, elle voudrait devenir aussi une organisation d'intégration. Et donc, nous avons cette hybridité qui impacte les rendus, c'est-à-dire le rendement, au niveau de l'action, ça va de soi, puisqu'elle n'a pas de moyens de contraindre les pays à s'obliger, si vous voulez, à appliquer les décisions prises. Ça reste une sorte de clause de l'effort maximal, comme on dit, en droit international du développement, comme les exhortations, etc. Ça va de soi. Mais de toutes les manières, il fallait prendre le train en marche. D'accord? Des projets ont été annoncés dans le cadre de la ZLECAf. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est Omar, quand tu dis que le commerce intrarégional, hélas, n'est pas développé.
il ne dépasse pas les 15% d'après les statistiques récentes du Fonds monétaire international. Si je prends aussi la Banque africaine de développement, cela veut dire que la structure du commerce africain est on va dire, eurocentrée surtout. Si je prends le cas du Maroc, par exemple, la structure des échanges sont plus focalisées sur le marché européen pour des raisons historiques, de proximité, d'affinité sur le plan de la culture des affaires, etc. Mais il y a plus encore, parce qu'en même temps, il y a le bilatéral, mais il y a également le plurilatéral ou le multilatéral. Donc nous avons les intégrations régionales. Si on prend le cas de la CEDEAO, qui est plus proche de nous, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et au sein de laquelle se trouve l'UEMOA. Il y a donc deux étages, si vous voulez, deux niveaux d'intégration, mais en même temps, quand on analyse profondément la structure des échanges, que ce soit intra-CEDEAO ou avec le reste du monde, on voit donc très très bien qu'il y a premièrement le phénomène de la dégradation des termes de l'échange, c'est-à-dire que la majorité des États exportent des produits primaires, comme on dit, soit de l'extraction minière, soit des produits de base. Monsieur Kwame a parlé de la Côte d'Ivoire. Et c'est une problématique générale que la pensée juridique internationale avait tenté de comprendre par rapport à des situations d'asymétrie héritées malheureusement des lendemains des indépendances. Bref, aujourd'hui, le plus important, à mon avis, pour que la zone de libre-échange réussisse, il faut qu'il y ait des conditions. Tout à fait d'accord, c'est Omar, une base industrielle et une base économique diversifiée. Ce qui gonfle le PIB finalement, ce ne sont pas des industries locales diversifiées qui ont des parts au niveau des marchés internationaux, mais tout simplement des activités premières qui finalement sont extraites sans valeur ajoutée. C'est cela le problème au niveau de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange au niveau du continent africain. Il faut qu'il y ait des conditions en termes de complémentarité des économies des pays constitutifs d'autres continents. Et deuxièmement, on pourrait activer le principe, tu le sais très bien, Sir Omar, des économies d'échelle. Et puis troisièmement, il faut réellement qu'il y ait des connexions en termes d'infrastructures, des corridors commerciaux. Et c'est là où on va déboucher également nécessairement, ça a été dit par M. Kwame tout à l'heure, la question de la sécurisation des voies de commerce et des échanges, la logistique, les ports, etc. C'est une problématique qui est très, très complexe. Ça va de soi. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut donner le temps au temps à ces zones de libre-échange afin qu'elles s'implantent durablement dans les structures économiques, sociales, etc. Et que les États, que ce soit, quelle que soit la nature de la structure de pilotage, c'est-à-dire le secrétariat général de la ZLECAf, il faut absolument s'inscrire dans ce cadre parce que si la zone réussit, eh bien cela va générer des revenus importants au niveau du vécu des Africaines et des Africains. Alors, je pense que c'est très intéressant hein, comme point de vue, en tout cas quand je vous écoute tous les deux. Alors maintenant, on sait que si on reste toujours sur la thématique de la ZLECAf, tout ça est fait pour le monde économique, le secteur économique, les hommes d'affaires. Alors là, je me tourne vers Senou Kwame, vous qui êtes spécialiste des politiques publiques et des relations publiques. Alors, ne pensez-vous pas, est-ce aujourd'hui, ou bien je vais poser la question autrement, est-ce les initiatives de l'Union africaine souffrent de légitimité ou plutôt un défi de communication et de vulgarisation? Je pense que globalement, la ZLECAf a été largement vulgarisée. Déjà dans le cadre de l'agenda 2063, ça a été largement vulgarisé et tout le monde a pris le train en marche. Malheureusement, les questions de politique publique dans le continent sont d'abord et avant tout des questions des gouvernements. Et ça peut poser problème si le secteur privé, qui est le premier partenaire, le créateur de la richesse, n'est pas impliqué. Et pour le moment, de ce côté-là, on ne voit pas beaucoup d'appropriation par le secteur privé de cet accord de libre-échange continental. Il y a des conversations, il y a des sujets, mais il y a des problématiques que le secteur privé pose qui ne sont pas entendues. Donc, la légitimité de la ZLECAf est établie, la volonté de part et d'autre est comprise, mais il y a des préalables. Et je vais parler de quelques-uns de ces préalables. On ne peut pas espérer que le secteur privé africain interagisse sans régler la question des visas.
Et si je ne me trompe pas, il y a seulement 4 pays africains qui sont ouverts à tous les Africains. Il y a le Bénin, il y a la Gambie, il y a le Rwanda et, si je ne me trompe, les Seychelles. Voilà un problème simple que le secteur privé a posé. Si nous ne pouvons pas nous déplacer facilement, nous ne pouvons pas vraiment accompagner la ZLECAf parce qu'à chaque fois, il y a des coûts, il y a des freins. La question de l'harmonisation du marché aérien, du marché de l'aviation sur le continent, il y a un instrument, c'est, si je ne me trompe, l'accord de Yamoussoukro, qui est en place, mais qui n'est toujours pas exécuté. La CEDEAO a annoncé, je crois pour le début de cette année, une harmonisation des taxes pour réduire le coût du transport aérien et on observe encore pour voir la mise en œuvre effective. Et donc, tout ça nous ramène toujours à la question des États et à la rapidité. Il faut comprendre que dans le contexte mondial, on ne peut pas non plus attendre 2063 pour établir le bilan de l'agenda 2063. En ce moment-là, on aura déjà peut-être 3 milliards d'Africains avec des besoins, toujours une population jeune qui a besoin d'emploi. Donc, clairement, aujourd'hui, le défi de la légitimité est levé, le défi de la communication, mais ce qui est le problème du moment, c'est le défi du dialogue. Parce que dans un dialogue, il y a échange. Quand le secteur privé partage des points, il faut que aussi bien l'Union africaine que les États membres puissent répondre et avec une certaine célérité à ces points. Si nous devons attendre sur ces questions, nous allons perdre beaucoup de temps. Il y a également la question du PAPS, qui est en français le protocole des paiements et des règlements, du système de règlement entre les pays africains, qui, à mon avis, n'évolue pas assez rapidement. Parce que rendez-vous compte que pour payer un fournisseur marocain, un Ivoirien va peut-être devoir envoyer d'abord l'argent à un correspondant en Europe avant d'aller au Maroc. Et pourtant, le Maroc, ça doit être à tout casser à 4 heures d'Abidjan. Donc voilà des problèmes pratiques que le secteur privé pose parce que ça représente des difficultés d'opération, ça représente des difficultés de coûts qui ne sont toujours pas entendues ou en tout cas pas suffisamment communiquées en retour. En tout cas, donc, on voit que le problème, il est large. Hein. Il concerne à la fois tous ces défis qu'on vient d'évoquer tout à l'heure en termes donc peut-être d'implication. Hein. Parlons peut-être d'implication, notamment du secteur privé. Alors, vous l'avez tous les deux évoqué, que ce soit professeur Abou Dahab ou bien Kwame Senou, vous avez tous les deux évoqué ce package de projets de l'Union africaine. Parce qu'on a longuement certes parlé de la ZLECAf et Senou Kwame l'a évoqué tout à l'heure, cet accord de Yamoussoukro dans le secteur aérien. Mais il y a aussi d'autres défis dans le secteur minier, agricole. Et récemment, l'Union africaine a lancé cette initiative sur les minerais rares pour préserver les minerais rares. Alors, africains à l'Ourou, eh bien, les appétits se constatent, que ce soit de la part des partenaires traditionnels, mais aussi notamment du président américain qui a clairement fait savoir qu'il est intéressé par ces minerais-là. Professeur Zakaria Abou Dahab, quelle réponse africaine à cela? La réponse devrait être normalement commune. Néanmoins, on le sait très bien, cela dépend des agendas des uns et des autres. Ça me rappelle donc... c'est un accord récent qui a été conclu, supervisé par Washington. C'était le 4 février, exactement, et qui a quand même rassemblé beaucoup de pays africains, y compris le Maroc d'ailleurs, ainsi que d'autres qui comptent ce qu'on appelle des terres rares et des minerais critiques nécessaires dans les nouvelles technologies aujourd'hui, y compris l'intelligence artificielle, la robotique, les armes autonomes, etc., etc. Donc ça va de soi aujourd'hui que nous parlons de plus en plus d'une géopolitique des terres rares et des métaux ou des minerais critiques. Et je pense qu'il y a premièrement les superpowers, les grandes puissances internationales, notamment la Chine,
qui pratiquement a la plus grande réserve de ce genre de matériaux, encore une fois, qui sont rares. On peut également, évidemment, les États-Unis, ça va de soi, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Australie, l'Afrique du Sud également, je pense qu'ils se positionnent par rapport à ces créneaux-là qui sont extrêmement importants. Certainement, l'Afrique regorge de potentialités. Je peux citer la RDC, la République démocratique du Congo, je peux citer l'Éthiopie, etc. Est-ce que ces pays accordent leurs instruments, si vous voulez, d'action au niveau international pour pouvoir peser sur le cours des négociations dans le cadre de bargaining? Je ne le pense pas pour le moment, d'après les informations dont on dispose. C'est plus du bilatéral, sinon ce sont des coalitions qui s'organisent, qui s'agrègent, parce que même la problématique aujourd'hui, elle est émergente et il faudrait un peu la comprendre parce qu'elle a un historique. Mais il faut dire que l'Afrique devrait aussi sortir, à mon avis, l'Afrique plurielle, diversifiée, de ce schéma-là où on va tout simplement la prendre comme étant un objet d'une prédation internationale. Ça, c'est extrêmement important. Et n'oublions pas que, d'ailleurs, ça relève même de la doxa de Sa Majesté le Roi. Depuis, je pense, 2013-2014, c'était à Abidjan, où il avait plaidé pour une Afrique aux Africains. C'est la question de l'appropriation. C'est un paradigme qui fait en sorte que d'abord, il faut que nous soyons conscients du potentiel dont nous disposons, sachant bien, M. Kwame vient de le rappeler, en 2063, sur le plan de la démographie galopante de l'Afrique, on va être dans les 3 milliards, sinon plus. D'où donc la nécessité déjà de préparer une sorte de démo géopolitique. Vous voyez, c'est un concept déjà qui a été proposé par un certain Razel il y a longtemps, ou un certain Kielen, si je m'en souviens. C'est-à-dire le fait comment conjuguer ce potentiel démographique, une jeunesse malheureusement qui parfois, sinon souvent, est oisive, avec la productivité, avec un positionnement international. Moi, je pense que l'Afrique compte énormément de potentialités. Est-ce que nous pouvons mettre en place une position commune pour peser sur le cours des négociations? Là, ça reste une question ouverte. Une question ouverte. Et je rappelle qu'à ce propos, durant l'été dernier, l'Union africaine a créé une alliance des pays africains producteurs donc de ces minerais ou métaux rares. En tout cas, on attend de voir ce que cela va donner. Il y a les minerais, les métaux rares, mais il y a l'agriculture aussi. Kwame Senou, sur ce plan-là, quelle appréciation peut-on faire de ces politiques continentales sur le plan agricole? Pensez-vous qu'il y a homogénéité ou plutôt les initiatives prises par l'Union africaine sont plutôt appliquées de façon disparate, ou est-ce que chaque pays a sa propre politique agricole? L'Union africaine reste quand même le think tank majeur aux côtés de la Banque mondiale et du FMI pour nos pays. Il y a, et le professeur vient de l'évoquer, il y a souhaité que l'Union africaine soit plus qu'un think tank, c'est-à-dire un producteur d'instruments juridiques et de protocoles ou d'alliances, mais plutôt un organisme qui soit supranational dans sa capacité à négocier. Alors, quand on prend le sujet de l'agriculture, l'essentiel des initiatives était notamment concentré au niveau de la Banque africaine de développement sous l'ancien président Akeumi Adesina avec son programme High Five, dont l'agriculture était un des piliers centraux. Mais ce que nous observons dans la réalité, c'est que chaque pays a sa stratégie. Chaque pays a non seulement sa stratégie d'importation, mais aussi sa stratégie d'exportation. Et cet eurocentrisme, ce asicentrisme se remarque aussi dans l'agriculture. Aujourd'hui, il y a des pays sur le continent qui sont capables de produire un certain nombre de produits agricoles, mais qui ne sont pas encore en mesure de les vendre à leurs voisins et qui préfèrent les exporter. Quand vous regardez l'Afrique de l'Est, par exemple, qui fait du café, c'est essentiellement des exportations vers l'Europe. Quand vous prenez l'Afrique du Sud, qui est l'un des gros producteurs agricoles sur le continent, il y a des marchés en Amérique, mais aussi en Asie et de plus en plus dans la région du Golfe.
Et donc, fondamentalement, c'est à se demander si nous sommes ensemble dans cette vision d'Union africaine, parce qu'il est important de rappeler le nom de l'institution, Union africaine, et qui est une évolution de l'organisation de l'unité africaine. Donc, est-ce que nous sommes vraiment dans cette vision où il y a encore une compétition au niveau des États qui peinent à comprendre, par exemple, que la mise en commun de leur politique et surtout de leur approche dans le rapport avec le reste du monde peut bénéficier. Spécifiquement, le défi de l'agriculture est connu. Sur le continent, c'est d'abord un problème de sécurité alimentaire. Ensuite, un problème de sécurité financière, parce que finalement, la facture alimentaire est responsable des problèmes de devises qui finalement affectent les monnaies. Ça, c'est à l'interne. Mais maintenant, sur le plan de l'exportation, lorsqu'il y a des négociations réglementaires, des tarifs à l'entrée, surtout ce qui concerne les règles sanitaires, chaque pays individuellement se retrouve aussi fragile que ce qui s'observe dans le cas des miniers que vous venez d'évoquer. Et donc, finalement, beaucoup n'ont pas accès. Je découvrais récemment que le bœuf sud-africain, par exemple, continue par ne pas avoir accès au marché européen, pendant que le bœuf namibien peut avoir accès. Donc, ce genre de situation disparate peut être géré lorsque nous aurons, en tant qu'Africains, je dis nous parce que nous sommes avant tout Africains, nous aurons décidé de faire de l'Union africaine plus qu'une boîte à idées et une machine à instruments juridiques, et plus un cadre fort qui est capable d'imposer aux États. En tout cas, c'est intéressant. Alors là, on s'attaque à la dernière partie de notre émission. Eh bien, c'est pour synthétiser justement toutes ces initiatives, parce que toutes ces politiques sont pilotées dans le cadre de l'agenda 2063. 2063, ce sera le centenaire de l'Union africaine qui, comme l'a souligné tout à l'heure Senou Kouame, a été créé, l'ancêtre en tout cas de l'UA a été créé en 1963, et c'était l'Organisation de l'unité ou pour l'unité africaine. En 2063, ce sera donc le centenaire. Professeur Zakaria Aboudahab, en 2013, on a enclenché l'agenda 2063. Alors, est-ce que l'agenda 2063 est quelque chose de réaliste au quotidien dans l'évolution de l'Union africaine? Réaliste et réalisable, il faut qu'il le soit. Mais il est vrai que la question de l'appropriation est extrêmement importante. Il ne faut pas que ça soit élitiste seulement, intergouvernemental. Il faut que cela soit le lot du quotidien de tout un chacun. Et c'est une responsabilité qui est plurielle, collective, ça va de soi. 2013 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu pas mal de changements paradigmatiques eux-mêmes qui doivent inciter peut-être les architectes de ce genre de programme à réajuster le tir le cas échéant. Par exemple, la persistance de la conflictualité, l'incapacité de l'Union africaine à résoudre des conflits même armés. Je prends le Soudan. Regardez, lorsque par exemple l'Union africaine a échoué sur pas mal d'initiatives, par exemple l'initiative de Nairobi, Luanda, pour résoudre le problème entre le Rwanda et la RDC, ce n'est que lorsque les États-Unis de M. Donald Trump ont intervenu pour, encore une fois, faire cesser ce conflit. Et puis, je parlerai d'autres choses, les changements dits anticonstitutionnels, etc. Donc, il y a quand même une problématique de déphasage par rapport aux objectifs affichés, la stabilité, sécurité, etc., et le rendement opérationnel. Il y a donc des incapacités de ce genre qui sont institutionnelles et qui découlent même de la nature de l'Union africaine. On l'a dit tout à l'heure, quand on a parlé de la nature en tant qu'organisation de coopération, c'est-à-dire intergouvernementale, un forum de discussion où chacun vient, il exhibe un peu ses doléances, mais sur le plan réel, nous manquons de mesures de calcul de la manière avec laquelle on peut apprécier si les objectifs de l'agenda 2063 ont été atteints. Je prends ici un exemple concret de l'ONU. Nous avions ce qu'on appelle les objectifs de développement durable.
du millénaire 2000-2015 qui ont été transformés en ODD, Objectifs de développement durable 2015-2030, c'est-à-dire les 17, mais avec des objectifs chiffrés et avec des indicateurs de mesure. Je prends le premier objectif, l'éradication de la pauvreté. Eh bien, beaucoup de pays sont sortis de la pauvreté à partir des indicateurs chiffrés, quantifiables, qui apprécient les avancées des uns et des autres par rapport à la réalisation de ces objectifs. Et on trouve souvent que les pays asiatiques en développement font plus de réalisations que les pays africains, qui malheureusement, encore une fois, sont plus impactés par le changement climatique, l'instabilité, etc., etc. Je voudrais ici établir un parallèle, ce que disait M. Kwame tout à l'heure, quand il avait parlé du manque d'harmonisation entre les législations tarifaires et autres, comme les normes sanitaires, phytosanitaires, les obstacles techniques au commerce. C'est qu'il y a premièrement le premier étage, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Or, on voit que beaucoup de pays, au niveau de l'Afrique, bon, certains parmi eux, n'en font pas encore partie. Je cite l'Algérie, n'a pas encore pu finir son processus d'accession. La Somalie, l'Érythrée, ce qui fait qu'il y a là défaut d'harmonisation qui peut être offert par l'Organisation mondiale du commerce et s'implémenter au niveau continental. Deuxièmement, l'OADA, qui est l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, elle n'est pas encore continentale. Elle regroupe un certain nombre de pays. Le Maroc n'en fait pas encore partie. Il faut qu'il le fasse, comme vous le savez. On était sortis de l'OUA, nous sommes revenus en 2017, nous préparons cela. Il faut qu'il y ait parallèlement à l'harmonisation au niveau national, qu'il y ait correspondance avec les dynamiques mondiales au niveau de l'OMC, mais également au niveau régional, subrégional, au niveau de l'OADA, qui devrait, à mon avis, être généralisé pour que le commerce puisse être fait de manière fluide, avec les mêmes normes, les normes communes, pour éviter pas mal de problématiques en termes de conflictualité commerciale, évidemment. En tout cas, c'est important. En tout cas, et c'est impossible hein, de continuer de parler de l'avenir de l'Union africaine sans cet agenda 2063. Alors, Kwame Senou, pensez-vous que nous sommes sur la bonne voie ou est-ce qu'il y a des choses à rectifier? On a franchi une étape historique en dotant le continent d'une architecture économique claire. Ça, c'est sûr, c'est à son avantage. Il faut le dire, il faut le saluer, parce que nous tapons assez souvent sur l'Union africaine et les fonctionnaires qui y travaillent. Mais le succès de l'intégration africaine dépendra moins des textes, et le professeur l'a rappelé tout de suite, que de notre capacité collective à transformer les engagements en résultats mesurables. Mais moi, je voudrais rajouter quand même quelque chose à tout ça. C'est que la vitesse, c'est ce qu'il manque. La vitesse de comprendre que, notre démographie ne nous donne pas le temps d'attendre. Quand nous doublons de population chaque 30 ans, 35 ans maximum, ça veut dire que les défis sont doublés dans cette période. Est-ce que nous doublons les revenus et les économies dans cette même échelle de temps? Je ne suis pas sûr à l'échelle continentale que les 4,5 nous permettent d'y arriver. Donc, il y a un besoin de vitesse. Mais ce qu'il manque et qu'on ne dit pas assez, c'est que, et sans vouloir tacler qui que ce soit, il y a de moins en moins de chefs d'État africains qui sont vraiment panafricanistes, ou en tout cas qui ont cette vision ou cette ambition continentale comme Sa Majesté Mohamed VI, qui est allé visiter tous les pays, qui a essayé d'ouvrir le royaume au reste du continent et donc décider que des entreprises, même comme Maroc Télécom par exemple, soient dans plus de pays, encourager le secteur privé marocain à prendre d'assaut, bon, vous me permettez le mot, le reste du continent. Il faut plus de champions de l'Afrique, pas seulement de champions de l'Union africaine, mais de champions de l'Afrique qui comprennent que cette communauté de destin que la géographie nous a donné, c'est ce qui produira les résultats. Mais pour cela, il y a quand même des préalables. C'est l'harmonisation réglementaire, on en a parlé, mais c'est aussi la discipline budgétaire. Comprenez-vous qu'aujourd'hui, à l'heure où l'aide au développement est en recul, plus de 60% du budget de l'Union africaine est à financement extérieur, alors que nous devrions tout au moins sur cette question avoir la fierté et dire nous finançons nous-mêmes notre organisation. Et sur les questions économiques, que cela soit moins un forum des gouvernements, mais une mise en commun des énergies avec comme moteur le secteur privé. Les
selon une étude du cabinet McKinsey, il y a à peu près 352, si je ne me trompe, entreprises africaines qui font plus d'1 milliard de dollars de revenus par an. Et certaines sont marocaines d'ailleurs. Donc, comment mobiliser ces grandes entreprises pour opérationnaliser la vision économique du continent? Je pense que c'est un combat à mettre en priorité, ce forum des champions économiques qui permettra au continent de traduire en action. Sinon, les textes de loi resteront des textes de loi, iront à la vitesse des volontés nationales, à la volonté des alternances dans chaque pays ou des changements de régime, et donc ne pourront pas être à la hauteur de la croissance de notre population, des changements dans le monde et surtout des changements exponentiels apportés par l'intelligence artificielle qui, si nous étions déjà en retard sur l'économie normale, dans une économie sur l'IA, le déficit sera totalement exponentiel et même parfois insurmontable. En tout cas, c'est important. Mais alors, pour terminer, quand même, essayons de sortir du continent un peu avec le professeur Zakaria Abou Dahab. Alors, aujourd'hui, quand on voit les différentes, les différentes organisations régionales qui existent à travers le monde, l'Union européenne, entre autres, est-ce qu'il y a lieu pour l'Union africaine de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour mieux avancer dans son processus d'intégration continentale? Oui, évidemment. Par exemple, c'est vrai que l'Union européenne, c'est celle que nous connaissons le mieux et c'est l'une des organisations d'intégration les plus réussies, quand bien même elle a connu aussi des dissensions, le Brexit par exemple, etc. Mais elle garde quand même son importance. Et elle avait montré, et là je me rejoins à ce que disait M. Kwame, la question des leaders et des visionnaires. Il y avait un certain Monnet, il y avait les fondateurs, il y avait également, si vous voulez, un peu un paradigme à la base même de la construction européenne et qui a commencé dès 1951 avec la CECA, la Communauté économique du charbon de l'acier, mise en commun des moyens en vue de passer de l'économique vers le politique et de manière incrémentaliste, on est parvenu à dépasser les reliquats de la Seconde Guerre mondiale, par exemple la conflictualité quasiment permanente entre Allemands et Français, qui est désormais dépassée. Mais le problème, on l'a dit tout à l'heure, on l'a soulevé par rapport à la nature de l'Union africaine qui n'est pas une organisation d'intégration. Par exemple, au niveau européen, il y a ce qu'on appelle les règlements qui sont d'application automatique dès leur publication au journal officiel de l'Union européenne et qu'il y a même des cours, comme la Cour de justice de l'Union africaine, qui a été, regardez le lapsus révélateur, comme la Cour de justice de l'Union européenne, qui a été créée début des années 50 et ces décisions sont obligatoires. Et des questions de droits de l'homme, comme la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été créée début des années 50 et qui incarne, si vous voulez, un peu tous les instruments relatifs aux droits fondamentaux. Donc, on a accompagné l'intégration économique. Tout à l'heure, j'ai cité l'agriculture, je peux citer d'autres secteurs comme l'aéronautique, avec la création d'Ariane. Mais les Européens se comparent aux Américains, se comparent aux Chinois. Est-ce que nous, Africains, avons-nous, par exemple, une sorte de, non pas de benchmarking, mais de modèle sur lequel on pourrait peut-être tirer des enseignements? Je pense que le monde offre énormément d'expérience, mais le plus important, c'est que nous avons la volonté mais il y a une espèce de dispersion. Nous avons les communautés économiques régionales, regardez, les 8 qui sont reconnues officiellement. Mais M. Omar, quand on parle de l'Union du Maghreb arabe, hélas, qui a été créée le 17 février 89, elle avait déjà affiché des objectifs, marché commun, union douanière, monnaie commune probablement. Elle est en panne aujourd'hui en raison de discordes, mais tout à fait futiles, sur des questions qui normalement auraient pu dépasser par un dialogue et servir de modèle peut-être aux autres intégrations régionales au niveau africain. La CEDEAO, c'est un bon exemple d'une intégration réussie, il faut le dire, hein, d'accord ? Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de dilapider le temps. Monsieur Kwame l'a bien dit, la question du doublement, ça me rappelle un peu Malthus quand il a parlé de la croissance démographique qui est géométrique, alors que la croissance économique, elle est arithmétique. Et l'éruption des nouvelles technologies, de façon générale, les technologies d'émergence, qui fait que, oui, on peut s'inspirer d'un certain nombre d'exemples réussis, mais il faut adapter cela
à la mentalité africaine, aux structures sociologiques africaines, mais nous n'avons pas le droit, encore une fois, de nous perdre dans des conflits futiles. Allons, construisons ensemble notre avenir pour le bien commun de tous les Africains. En tout cas, en parlant d'avenir, peut-être ce sera le mot de la fin avec Senou Kwame en quelques minutes. Au vu de l'évolution des politiques publiques, au vu de l'évolution des sociétés africaines, cette population jeune, plus exigeante, quelle place voyez-vous pour l'Union africaine dans les décennies à venir, ou d'ici 2063, si on ose le dire? L'Union africaine en tant qu'institution doit se rendre compte que son premier défi, c'est celui de la confiance entre l'institution et les États membres, entre l'institution et les Africains. Le professeur l'a dit, l'institution reste encore une question de gouvernement, alors que chaque Africain devrait s'approprier et comprendre cette organisation. Vous avez dit... Je pense que peut-être ce sera le mot de la fin, assez rapidement, en 2 mots. Bon, allez-y. Ça a été très court, donc c'est bâtir la confiance entre les Africains et entre les Africains et l'institution. Je crois qu'on peut s'en arrêter. Une confiance à bâtir donc. Merci à vous, professeur Zakaria Abou Dahab. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci également à Kwame Senou qui avait la parole à l'instant, président du cabinet Holding Opinion and Public, donc spécialisé dans les relations publiques et les politiques publiques. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous avoir. Merci. Également à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.medientv.com. Bonne suite de programme sur Médien TV.